Bonjour tout le monde, bienvenue au, à notre deuxième webinaire sur l'évaluation d'impact. Je vois que les, on a moins de monde qui arrive dans la réunion, alors on va commencer. Premièrement, je vais passer la parole à Lenny Verna de Kitigan pour nous lancer. Bonjour Andrea, bonjour tout le monde. Je vais de Kitigan. Bienvenue au deuxième webinaire. Content d'être ici. Je participe à beaucoup, je fais, je fais beaucoup d'ouvertures comme celle-ci à propos de l'environnement, des changements climatiques, mais pour nous, c'est toujours, bon, avec la prophétie des sept feux, c'est quelque chose qui vient souvent. Une des prophéties, c'est qu'il y aura une recherche de connaissances des personnes autochtones. C'est ce que je répète souvent. On a vécu dans un système de proxéologie où notre survie dépendait de la connaissance de l'environnement des animaux, mais ça remonte aussi à nos histoires de création en donnant des instructions en lien avec prendre soin de la santé ou des autres nations. On parle pas seulement des nations humaines, on parle aussi des nations des animaux, des plantes aussi, les rochers. Donc, on se retrouve encore aujourd'hui dans l'évaluation d'impact. En écoutant la dernière séance, je pensais encore à ce capteur de rêve-là qui représente vraiment la façon dont tout est interconnecté. Mais quand on pense à l'Agence d'évaluation d'impact du Canada, ça pourrait ressembler le gouvernement du Canada et que ça connecte tous les employés, tous les ministères. Encore une fois, pourquoi l'évaluation d'impact est si importante, c'est que ça nous connecte tous, ça nous connecte aux lois aussi qui entrent en jeu dans une situation comme celle-ci, pour protéger comme pour protéger les espèces plus en danger, mais aussi les autres lois qui gèrent l'environnement, mais aussi tout ce qui est en lien avec l'économie. C'est notre compréhension, traditionnellement, était que ce qu'on fait à la Terre, on le fait à nous-mêmes aussi. Et encore une fois, c'est les quatre éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air, ça nous connecte tous, peu importe où on se trouve. Un de nos enseignements était que toutes les différentes couleurs des gens, on, on a tous reçu des instructions différentes pour prendre soin de la Terre. Alors, on se retrouve encore aujourd'hui à l'évaluation d'impact. C'est si important. J'ai toujours ma petite poche de tabac. Le tabac, c'est un des protocoles. Ça importait peu la quantité de tabac. On peut voir s'il y en a très peu. L'important, c'est de la tenir et d'avoir l'intention de faire une prière pour tout le monde. Et le tabac, qui était le premier cadeau qu'on a reçu, porte cette intention-là. Et donc, on l'amène au feu ou lorsqu'on le donne à l'eau, la fumée ou la vapeur vient projeter votre attention, peu importe laquelle est-elle. Donc, je vous dis merci. Ce que je fais, c'est que puisqu'on est connecté par les quatre éléments, je fais le tour de la roue de médecine et en rendant honneur aux quatre éléments et à l'univers et pour demander la guidance aujourd'hui pour tous ceux et celles qui sont ici pour qu'on puisse apprendre comme il se doit et qu'on puisse aller de l'avant parce qu'on est vraiment ici pour la prochaine génération, mais pour la protection de nos autres relations qui comprennent aussi les autres nations. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne séance d'apprentissage et je vous dis merci et on se revoit à la fin de ce webinaire. Je vous repasse la parole, Andrea. Merci, merci beaucoup. L'aîné Verna a accepté
de, et à participer à l'ouverture et à la fermeture de ce webinaire, mais aussi d'autres réunions sur l'évaluation d'impact. Donc, on apprécie beaucoup vos commentaires et vos contributions. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Mon nom est Andrea L'Espérance. Je suis un analyste politique du secteur de l'environnement de la PN. Je vous joins du territoire non cédé algonquin, Anishinaabe, au bureau de la FN à Ottawa. Je vais passer à travers quelques points de suivi. Ceci est le deuxième webinaire d'une série sur l'évaluation d'impact. On a une séance d'introduction mardi dernier. Merci à tout le monde qui ont pu participer à cette session-là. Je tiens à souligner que vous pouvez me joindre pour obtenir le lien pour aller voir l'enregistrement de la semaine dernière si vous ne pouviez pas être là. Avant de commencer, euh, parlons, on, on va se concentrer sur euh, les, les 5 ans. La session est enregistrée. La vidéo sera publiée en ligne et les gens qui ont un lien pourront y accéder. Je pourrai vous envoyer ce lien-là après la réunion. Il y a un service d'interprétation disponible. La présentation sera surtout en anglais, mais si vous voulez de l'interprétation en français ou si un participant souhaite change de langue, il y a un bouton d'interprétation en bas de l'écran et vous pourrez choisir la langue où vous voulez entendre la présentation. Si, si vous aimeriez écouter le présentateur dans la langue qu'il parle, vous pouvez choisir audio original pour le faire. Il y a aussi un service de sous-titrage. Le lien pour accéder à ce service-là est dans le chat en ce moment. Le clavardage est activé. Je lirai les questions qui seront posées et j'animerai les discussions. Si vous voulez poser une question à un des panélistes ou si vous voulez soulever un point, vous n'avez qu'à lever vos mains ou l'inscrire dans le clavardage pour, si vous l'écrivez dans le chat pour faciliter le travail des interprètes, je vais le répéter et pour qu'il puisse être indiqué à la traduction. Le matériel, l'ordre du jour, euh, un backgrounder, tout est disponible sur notre microsite. Je vais inscrire le lien dans le clavardage et vous allez pouvoir y avoir accès. Si vous n'avez pas eu la chance de le faire, je vous invite à aller sur le microsite et vous trouverez tout le matériel. Je vais simplement parler de la raison d'être de cette série de webinaires, puis je vais passer la parole aux gens de l'agence. Notre ordre du jour aujourd'hui, on a des représentants de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada parleront de l'évaluation sur 5 ans et du document euh, à cet effet-là. Je vais animer des questions et des réponses durant cette période-là. Puis, vers la fin, si vous voulez, on pourrait aussi avoir une séance plus consacrée de questions. Je demanderai aussi ensuite une section sous écoute. Jesse McCormack est un contracteur qui nous aidera qui sera notre personne ressource, puis nous animera euh, une présentation, puis on animera une conversation par la suite. Le but de cette série-ci est vraiment de partager l'information aux participants des Premières Nations. Le mandat de l'FPN est régi par 2 résolutions, puis on veut vraiment euh, parler des propositions du Canada sur l'évaluation d'impact, les changements à la loi et au nouveau matériel. On demande au gouvernement du Canada d'assurer que le développement et les modifications aux lois soient faits en collaboration avec les Premières Nations. Donc, on anime ces réunions-là pour faciliter le dialogue. On veut aussi promouvoir les
les recommandations qui sont offertes par les personnes autochtones qui participent au webinaire et pour les différentes discussions qui auront lieu aussi. Et on aura plusieurs soumissions techniques qui seront soumises suite aux différents webinaires. Entre autres, aujourd'hui, on parle de l'examen sur 5 ans du projet. Sur ce, je demanderai aux gens de l'agence qui ont une présentation PowerPoint à partager, puis on demandera à Patricia de lancer la... Je lui demanderai d'abord de se présenter et de présenter les autres personnes qui seront là. Merci. Merci, Andrea. Je pense que j'attends toujours la présentation. Je ne sais pas si les autres la voient. En attendant, mon nom est Patricia McKegg. Je suis une gestionnaire aux affaires de la loi à l'Agence d'évaluation d'impact et euh, on se joint à moi plusieurs de mes collègues, Stephanie Johnson, Sarah Jackson. Tout d'abord, merci Verna, merci Andrea de nous donner la parole aujourd'hui. Je me joins à vous aussi de la région d'Ottawa, le territoire non cédé du peuple algonquin, et je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. D'abord, merci Dan d'afficher la présentation. Je vais vous parler des différentes options qu'on considère en propos de cette puis on va parler de le papier de discussion qui sera publié. Tout d'abord vous donner un peu de contexte, puis on parlera ensuite d'options plus spécifiques du document. On va poser des questions et on va parler des prochaines étapes et des délais. Prochaine diapo. Comme introduction, l'Agence d'évaluation d'impact révise régulièrement sur les activités concrètes qu'on parle comme couramment appelée la liste de projets, qui est entrée en vigueur avec la loi sur l'évaluation d'impact en août 2019. La liste de projets est le mécanisme principal par lequel les projets entrent dans l'évaluation d'impact. Il va évaluer les différents projets qui seront soumis à la loi. Une autre façon que le projet peut entrer dans la liste de projets, un ministère pourrait désigner un projet qui ne serait pas inscrit à la liste de projets, mais qui pourrait causer des effets adverses et lorsqu'il y a des différents aspects à tenir compte qui pourraient faire en sorte que ça se produise. Le but de la loi sur l'évaluation d'impact est de prévenir et de mitiger les effets adverses dans la juridiction fédérale. On va vérifier si les effets adverses peuvent être mitigés, s'ils peuvent être identifiés dans différents cadres et essayer de trouver différents modèles pour mitiger les difficultés dans cette façon-là. On commence par voir les effets positifs et négatifs dans les différentes sphères en priorisant surtout les côtés plus négatifs pour essayer de les prévenir. Ces évaluations sont informées par les pensées autochtones et on essaie d'éviter qu'il y ait de la duplication, que ce soit par la, la délégation et pour qu'il y ait beaucoup de collaboration à différentes jonctions du projet. Avec ça en tête, le projet vise à identifier les grands projets qui font partie du système pour qu'ils puissent entrer dans le processus très tôt. L'initiative initiale est de vérifier cette loi-là. On veut que cette liste soit revue après 5 ans de son introduction, c'est-à-dire cette année,
Et c'est pour vérifier que les objectifs initiaux soient toujours en vigueur aujourd'hui, après 5 ans, avec les juridictions fédérales, et pour s'assurer que les ressources sont bien investies, autres que les processus déjà en vigueur. Passons maintenant à la prochaine diapo. Merci. L'évaluation d'impact est un outil de planification de projet qui aide à identifier les dommages potentiels et les bénéfices avant la construction de grands projets. Mais c'est un outil parmi tant d'autres qui travaille avec d'autres processus au, au niveau provincial, territorial et fédéral avec des variables comparables. Par exemple, au niveau fédéral, la loi sur sur la pêche, sur les voies navigables, entre autres, on parle aussi, ça parle de certains espaces spécifiques. Donc, c'est juste un parmi tant d'autres de comme vous le savez sûrement, la loi sur l'évaluation d'impact a été modifiée en juin cette année pour répondre à du tribunal canadien qui a certains aspects qui allaient au-delà de la juridiction fédérale. Donc, parmi certains changements, entre autres, et, on a augmenté on a réduit le cadre et on a changé un peu la définition pour les différentes fonctions. Une autre façon qu'on examine, c'est que ça parlait surtout le plus grand fédéral pour augmenter l'efficacité des grands projets. Pour éviter la duplication, pour que ce soit plus transparent. Alors, on étudie aussi la liste de cette façon-là, comme je le mentionnais. Prochaine diapo. Oh, je m'arrête d'attendre un instant. Il y a une question dans le chat. Est-ce que les. Est-ce que. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été ajouté à cette liste-là? Je vous laisse en parler, mais je crois que je crois que non. Cette liste de projets-là parle surtout des grands projets. Je demanderais aussi de donner quelques exemples du genre de grands projets dont on parle, parce qu'il y en a des projets, des développements industriels, l'extraction de ressources, mais entre autres, vous pourriez peut-être parler de l'examen, la période d'examen juridique et qu'est-ce qui est considéré dans l'examen de 5 ans, l'examen après 5 ans que vous avez parlé. Oui, parler du premier point. Là, quand on parle des effets fédéraux, on parle des impacts sur les personnes autochtones, les socio-économiques, les impacts socio-économiques. Mais comme Andréa le disait, la liste ici parle particulièrement des projets qui sont naturellement des projets d'énergie ou de ressources naturelles. Donc, une bonne façon de passer à la prochaine diapo. La liste inclut une description du projet ou du type d'industrie ou du type de projet et un certain seuil qui est souvent la capacité de production, qui représente un peu l'amplitude d'un projet qui pourrait faire en sorte qu'il y aurait des effets dommageables. Il y a en ce moment 61 entrées couvrant 10 secteurs. Donc, des exemples de secteurs pourraient être les parcs nationaux contre les zones protégées, les projets de défense, les mines, les usines nucléaires, différents modes de transportation, les projets d'eau. C'est ce genre de projets qui sont dans cette liste. Donc, vous pourriez avoir un exemple concret qui pourrait être un- une nouvelle mine de- qu'on s'attend qui pourrait produire 6 000 tonnes de matériaux. Ça pourrait être par la suite ce genre de projet qui concorde dans notre seuil et qui serait introduit dans le processus d'impact, d'évaluation d'impact. L'approche qui pourrait être considérée dans le sens avec les autres ministères, j'en parle un peu dans la prochaine diapo. Est-ce que je pourrais en parler à ce moment-là?
J'en parlerai un peu plus rendu là, si ça va. Oui, absolument. Si vous voulez décrire un peu la liste de projets. Aussi, il y a une autre prochaine question dans la diapo lorsque vous aurez fini cette diapo-là. Oui, donc le but principal de cette diapo-là est de vraiment montrer la division de la liste en ce moment, les différents secteurs et où est-ce qu'ils se retrouvent. Un des points principaux, c'est que 2 tiers de la liste de projets en ce moment sont, sont sur les terres fédérales ou des ouvrages fédéraux, mais ou qui ont la Cour du Canada est, est considéré comme étant un projet où le gouvernement fédéral a une large compétence. Les autres, l'autre tiers, sont des projets principalement régis par les provinces, mais qui ont le potentiel d'avoir des effets négatifs dans les compétences fédérales. Spécifiquement, il pourrait y avoir, qui pourrait être sur les poissons, sur les peuples autochtones ou sur les oiseaux migrateurs. Pour ces projets-là, la décision de la Cour suprême que ces effets-là doivent être l'élément principal qui font l'objet d'évaluation et pour s'assurer que l'envergure de la décision puisse être régie de cette façon-là. Le but de souligner cette séparation-là, c'est que la loi et ses règlements peuvent s'appliquer euh, sur des projets tant fédéraux que provinciaux, mais surtout dans les fédéraux. Mais seulement s'il y a la possibilité d'effets négatifs sur la compétence fédérale. Il y a aussi des considérations qui doivent être tenues compte. Par exemple, dans le processus, le processus est vraiment la meilleure façon de gérer ces effets négatifs-là. Donc, on peut maintenant passer à la prochaine diapo. Oui, merci. Donc, l'approche de la révision. Pouvez-vous décrire un peu plus le processus pour incorporer euh, le travail sur l'efficacité qui est comment c'est fait? Est-ce qu'il y a des considérations qui ont été examinées de la perspective de la Déclaration des Premières Nations sur les droits des Premières Nations? Je tiens à souligner pour les personnes, pour les gens qui sont ici, la fonction clavardage va automatiquement envoyer les messages, envoie uniquement des notes aux panélistes. Donc, euh, si vous voulez parler à tout le monde, vous devez sélectionner l'option tout le monde dans la. Mais je peux voir les deux. Mais Carla, est-ce que vous voulez est-ce que vous voulez parler de la question? Oui. Donc, premièrement, Jacques, l'examen récent, il n'y a rien dans ces modifications-là que ça ne change rien à la façon dont la, la Déclaration des Nations Unies impacte la loi elle-même. Oui, je pense que l'Agence d'évaluation d'impact va vraiment travaille vraiment sur la réconciliation. Il y a certains éléments de la loi qui vont parler spécifiquement sur l'avancement de la réconciliation du point de vue de l'agence. Donc, à propos de la co-administration avec les Autochtones, pour régler les griefs avec les Premières Nations, pour maintenir les projets, pour les différents projets avec les Autochtones, entre autres. L'autre question dans le chat porte surtout sur quel type de projet. Attends, pouvez-vous répéter la première partie de la question? Oui, pas de problème. Pouvez-vous donner plus de détails sur la façon dont le projet fonctionne? Oui, pas de problème. Le travail du gouvernement sur le gouvernement ou les objectifs plus larges du gouvernement sur l'efficacité des lois. Donc, on parle vraiment sur euh, un territoire. Donc, on pense à différents secteurs et différentes initiatives qui sont en cours.
pour assurer que cette duplication, cette multiplication, où il y a de la duplicité dans le processus, la- 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 les cibles véritables qui sont soulignées dans le projet en 2024 sont plus sur la mise en œuvre. Donc, pour qu'un projet dans la liste, il faudrait vraiment que ça vienne rejoindre les objectifs après 3 ans, puis 5 ans pour l'examen des autres différents types pour que ce soit intégré de façon permanente. Donc, c'est vraiment plus de ce côté-là pour la mise en œuvre des différents projets qui entrent dans le pipeline. Donc, j'espère que ça répond à la question. À propos de la lentille par laquelle on regarde la situation. Donc, je ne sais pas si il y a rien. Il y a différentes lentilles par lesquelles on regarde les différents projets. Donc, les modifications à la loi sur l'impact, l'évaluation d'impact, sur la base. Donc, on essaie de s'aligner avec ce que la Cour suprême du Canada a dit. On considère les différentes pour les routes propres. Donc, on a été chercher l'opinion d'experts comme à Service autochtone Canada, entre autres, et on essaie d'obtenir des commentaires de groupes autochtones pour essayer de cerner où sont les priorités. Donc, c'est vraiment à travers de ces lentilles-là qu'on essaie le contexte, qu'on essaie d'observer la liste, d'évaluer la liste. Mais puisque puisque dans ce secteur-là, c'est c'est pas c'est pas à ce moment-là qu'on essaierait de voir si quelque chose devrait être dans la liste ou qui devrait être retiré de la liste. Si les gens veulent lever leur main ou poser des questions par clavardage, ça marche, mais sinon, on pourrait continuer. Il y a eu une autre question, une autre clarification, un suivi. On dirait que certaines optiques pourraient se contredire ou être en conflit les uns avec les autres. Comment est-ce que vous avez fait pour trouver un équilibre pour que ça, suite, dans le cadre de la réconciliation, l'engagement vers la réconciliation et la Déclaration des Nations Unies. Nous ne les considérons pas comme étant si en contradiction les uns avec les autres, mais particulièrement aller chercher des avis des ministères fédéraux, savoir ce qu'ils font. C'est comme, c'est à travers cette même optique de croissance propre. Donc, ça s'aligne aussi avec les déclarations des Nations Unies. Donc, toutes nos initiatives sont examinées sous cette optique de ne pas les voir comme étant en contradiction les uns avec les autres, mais comment est-ce qu'ils s'alignent et comment est-ce qu'on peut faire avancer les deux ensemble. Donc, particulièrement pour le projet, pour l'évaluation des projets, une grande partie des demandes de désignation sont venues des groupes autochtones depuis 5 ans au nom des groupes autochtones. Donc, nous avons regardé un peu les courants et qu'est-ce qui ont été identifiés euh, pour ces projets, qu'est-ce qui pourrait, les projets n'étaient pas sur la liste, mais pourraient quand même être importants pour certains groupes. Est-ce que c'est des inquiétudes par rapport au projet ou par rapport à un secteur? Donc, on a évalué ces courants-là et aussi suite au Conseil de Services autochtones Canada, nous avons vu, par exemple, que les projets qui ont été désignés touchaient le charbon, que le ministre a désigné ces projets. Et donc, une partie de l'évaluation, c'est d'analyser si les projets reliés ou les niveaux par rapport aux mines de charbon sont appropriés, étant donné qu'on a eu beaucoup de projets de désignation qui touchaient ce domaine-là. Donc, ça, c'est une des considérations, des propositions dans le document de discussion. C'est comme ça qu'on a fait pour considérer qu'un peu les courants sur la désignation, ce que les groupes autochtones nous disent depuis 5 ans.
Je ne sais pas si ça répond spécifiquement à la question ou s'il y avait une question de suivi, mais il y a plusieurs domaines de recherche qu'on a fait spécifiques à des secteurs, des tendances dans la désignation, qu'est-ce qui a été identifié dans la section 16. L'agence doit prendre une décision après la phase de planification si une évaluation d'impact complète est nécessaire. Donc, on a regardé un peu les tendances dans les projets, qu'est-ce qui se passait, quel dédoublement se faisait ou existait dans les compétences provinciales ou dans d'autres processus fédéraux. Si, par exemple, s'il y avait un projet qui avait un impact, un effet néfaste sur les poissons, sur un projet particulier, ce projet pourrait être enlevé après la section 16 qui demande une évaluation d'impact complète parce que l'autorisation pour ce projet serait nécessaire quand même et les obligations de la couronne à consulter restent toujours. Et donc, il y a d'autres mesures pour assurer qu'un suivi. Donc, ça, c'est la façon qu'on a approché la recherche et l'analyse dans notre approche à l'évaluation. Il y a une autre question dans le clavardage. Donc, le protocole du gouvernement contre pour la compensation de carbone. Donc, l'évaluation de cette compensation, ça se figure où dans ce processus-là? Est-ce que c'est relié spécifiquement à des industries ou dans le marché comme le pétrole, le gaz, foresterie, ou est-ce qu'il y a d'autres projets qui touchent la compensation de carbone? Moi, je peux répondre à la question. Je dirais que le changement climatique est considéré dans ce processus. Je peux expliquer un peu comment ça touche les différents projets. Comme Patricia a mentionné, donc une compétence assez élargie, comme des pipelines interprovinciales ou des projets nucléaires. Donc, on considérerait comme l'impact sur l'air ou des autres, le DHG sous la compétence fédérale, ça serait évalué et à la fin du processus, on verrait, on considérerait si ça touchait aussi les objectifs en changement climatique quand c'est des projets qui sont régis par les provinces. Donc, les mêmes impacts ne sont pas sur les mêmes effets dans la compétence fédérale, mais des contributions positives aux objectifs contre le changement climatique sont considérés. Ça pourrait être des facteurs qui pourraient justifier au fin du processus, qui pourraient permettre à ces activités d'aller de l'avant. Donc, il n'y a pas un lien direct avec ce protocole de compensation de carbone, mais le contexte dans le changement climatique est considéré dans la prise de décision, tout dépendant du projet. Merci, Sarah. Est-ce que pourrais-tu te présenter? Donc, je m'appelle Sarah Jackson, directrice des affaires réglementaires et juridiques à l'Agence canadienne d'évaluation d'impact. J'étais là au début, mais je n'avais pas partagé mon titre. Je vais laisser la chance aux gens. Si vous voulez vous lever la main ou écrire une question dans la boîte de clavardage. Sinon, Patricia, on pourrait passer à la prochaine diapo pendant que les gens y réfléchissent. Donc, je vais juste commencer à parler, puis s'il y a un autre commentaire qui monte, vous me le direz. Je ne vois pas toujours les commentaires. Donc, comme on a dit, donc la Déclaration des Nations Unies est intégrale à la loi sur l'impact, à l'évaluation des impacts. Donc, j'ai parlé un peu de tous ces éléments-là déjà, mais ce que je voudrais mettre l'emphase sur le fait que c'est pour appuyer le processus d'évaluation des projets. C'est qu'on a trouvé le financement pour des groupes autochtones pour permettre la participation. Et particulièrement dans ce processus récent, on a fourni du financement à 51 groupes autochtones.
Je pense que je passerai aux prochaines diapos. On parlerait un peu plus on va parler plus de ce qu'on a entendu en 2019 et ça va un peu mettre la table. Donc, voici juste un petit peu de ce qu'on a entendu durant le développement de la liste des projets de 2017 à 2019. Donc, je pense que ça serait intéressant de partager ça en ce moment et de faire les liens avec l'évaluation en ce moment et comment on les considère. Donc, donc, on a entendu souvent que la liste devrait considérer les projets ayant des impacts sur les peuples autochtones. Donc, juste pour faire le lien, l'évaluation présente, ça considère tous les impacts dans les compétences fédérales, incluant les impacts sur les peuples autochtones. Donc, c'est une optique par laquelle que nous avons appliqué à cette évaluation de la liste. On a aussi entendu parler euh, des, euh, des niveaux des seuils. On dirait que on voudrait pour l'époque que ça soit arbitraire. Donc, on a considéré des façons de développer des seuils basés sur l'environnement, mais on est resté un peu dans les les seuils basés sur la production et les capacités. On comprend que c'est pas la meilleure façon, mais c'était supposé d'être un peu euh, une façon c'était des proxys pour essayer de bien comprendre ces projets. Donc, ce que ça fait, c'est des seuils, ça veut dire que ça pourrait enclencher le processus plus tôt dans le processus. Pour que quelqu'un sache qu'il pourrait, que la loi sur les évaluations d'impact s'appliquerait, il pourrait le savoir plus tôt dans le processus. Donc, dans certains seuils environnementaux, il y avait des inquiétudes chez Environnement Canada et Pêche et Océan dans les discussions quand ils vont savoir, comme dans le processus des permis, quand on parle de seuil basé sur l'environnement, hein, à quel moment est-ce que ces permis environnementaux s'appliquent? Et c'est souvent après ou durant une évaluation. Donc, pour savoir si quelque chose arrive ou va arriver dans le système, on a basé sur les seuils basés sur la production et les capacités. Euh, c'est pour pouvoir prévoir plus tôt dans le processus si la loi va s'appliquer. Puis aussi, une autre chose qu'on a mentionnée, c'est les effets cumulatifs. Euh, et c'est peut-être un peu des effets moins bons d'utiliser une liste. Donc, on a utilisé on a regardé comme les projets qui sont arrivés par des demandes de désignation. De quelle façon est-ce que ces effets ont été gérés ou réglementés? On savait que les plus petits projets seraient quand même évalués par le gouvernement fédéral ou aussi gérés par la province. Donc, on voulait savoir quel seuil devrait s'appliquer pour mitiger ces effets, qui ne seraient pas mitigés par les processus fédéraux existants. L'autre outil, c'est à travers les évaluations régionales. Les évaluations régionales sous la loi, ça donne une image du grand portrait des effets cumulatifs. Donc, rendu là, on dirait qu'on reconnaît que c'est une lacune de cette approche de liste de projets, mais nous croyons quand même que les seuils sous la liste des projets captent quand même les endroits où la loi sur l'évaluation d'impact a une valeur ajoutée. Les secteurs principaux qu'on a soulevés, c'est nucléaire, le secteur nucléaire, sable bitumineux, production d'électricité à partir de combustibles fossiles. Euh, donc, nous proposons des options reliées à tous ces secteurs, mais on aimerait beaucoup votre rétroaction par rapport à ces options. Donc, c'est peut-être une bonne idée pour passer à qu'est-ce qui est vraiment dans le document de discussion. Donc, donc, je vais vous demander juste d'arrêter juste 2 secondes. On va retourner à la dernière diapo. Je voulais juste réfléchir, qu'on réfléchisse euh,
à comment on évalue les soumissions en 2018-19, les soumissions des Premières Nations. Il y a eu des inquiétudes qui ont été soulevées par plusieurs Premières Nations qui ont fait des soumissions sur la liste des projets, sur la division des projets euh, 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 et l'utilisation des catégories, le fractionnement des projets en utilisant les catégories qui tomberaient en dessous des seuils et la façon qu'on utilise, que des gens ont utilisé les seuils pour essayer de planifier leur projet pour qu'ils restent en dessous des seuils exprès, comme façon éviter de se faire prendre par la loi sur l'évaluation d'impact. Donc, je voudrais savoir comment les inquiétudes qui ont été soulevées par ces Premières Nations en 2019, 2018 et même avant et depuis ce temps-là, comment est-ce que ça a influencé la liste des projets sur 5 ans? C'est une bonne question. Il y a quelques éléments. C'est que souvent, nous sommes au courant de projets qui sont proches des seuils. Si quelqu'un propose un projet juste en dessous du seuil, on entreprend des conversations avec ces gens-là, même avant que le processus puisse commencer, qu'ils aient une discussion avec nous. Tout dépendamment où ils sont rendus à quelle étape ils sont rendus dans la proposition, ils pourraient enclencher les seuils. Donc, si ça, on dirait que ça a l'air d'être quelqu'un qui essaie de jouer le système, on voudrait entreprendre une discussion. Et aussi, on a des seuils qui peuvent s'élargir. Donc, si le projet s'élargit, donc, on a d'autres seuils pour ce qu'ils vont proposer plus tard. Donc, je vais parler particulièrement du charbon. On a vu ça à travers des demandes de désignation. Il y avait des projets qui étaient en dessous de nos seuils, qui n'enclenchaient pas nos seuils, mais qui allaient s'élargir plus tard. Après ça, ils pourraient dépasser les seuils. Donc, ce sont des projets qui ont été désignés par le ministre pour qu'ils fassent partie du processus d'évaluation d'impact, parce qu'on a compris que peut-être qu'au début, ils sont en dessous des seuils selon les règlements. C'est le type de projet qui devrait être évalué sous la loi. Donc, on l'a désigné à ce moment-là. Ça, c'est une des raisons pourquoi nous proposons un changement au seuil pour les mines de charbon à cause de ces demandes qui sont arrivées juste en dessous des seuils. Puis plus tard, tout de suite, en fait, ils ont proposé d'élargir le projet. Donc, on veut s'assurer qu'il soit plus capté dans le processus à la place. Donc, c'était une optique, une façon de regarder ça. On reconnaît très bien que c'est un peu la nature quand on a une liste, c'est qu'on a toujours ce risque-là. Je sais pas si ça satisfait si ça mitige entièrement les inquiétudes, mais quand il y a des effets fédéraux, il y aura toujours une prise de décision fédérale, que ce soit à travers la loi d'évaluation d'impact ou sous l'acte des pêches océans ou une autorisation ou un permis pour les eaux navigables, etc. Merci, Patricia. Donc, si quelqu'un voulait poser d'autres questions de clarification sur ce que l'agence a entendu en 2019, soyez à l'aise de lever vos mains ou de poser des questions dans la boîte de clavardage. J'en vois pas pour l'instant, mais je pense qu'on peut passer à la prochaine diapo. Donc, si les gens ont des questions, je vais continuer d'animer cette partie-là. Donc, il y a plusieurs catégories que nous proposons dans le document de discussion comme option pour consultation. Donc on a des propositions pour enlever ou rajouter ou clarifier des types de projets qui sont dans la liste. Donc, il y a deux types de projets que nous proposons à enlever. C'est les sables bitumineux in situ. Donc, c'est spécifiquement sur la liste et désigné seulement dans des cas où les provinces n'ont pas le cadre juridique pour limiter les émissions de gaz à effet de serre.
étant donné qu'il y a une limite des émissions en gaz à effet de serre, donc, ce qui n'est pas capté dans les installations des sables bitumineux, il y a des limites plus larges de ces émissions à effet de serre, gaz à effet de serre. Donc, le deuxième élément qu'on nous proposons d'enlever, c'est la production d'électricité à partir de combustibles fossiles. Ce sont des projets qui ont souvent été enlevés pour du processus d'évaluation d'impact. Quand ils sont arrivés en dessous des seuils, les effets dans les compétences fédérales avaient l'air d'être plus limités ou réglés et gérés par d'autres cadres juridiques fédéraux. Ce sont des tendances que nous avons vues. Nous avons que ces projets ont souvent causé des effets dans des endroits de compétences provinciales et un peu moins dans les compétences fédérales. Donc, nous proposons dans le document de discussion d'enlever ceci de la liste. Il y a aussi deux types de projets gérés par le fédéral qu'on rajouterait. Des projets avec fort potentiel d'effet sur les terres fédérales sensibles. Étant donné ce que nous avons discuté plus tôt dans la présentation, où il y a des projets entrepris par le fédéral ou sur les terres fédérales et pour nous font évaluer des effets néfastes plus larges ou positifs, économiques, sociaux, etc. Nous proposons qu'il y ait des activités sur les terres sensibles fédérales. Ce sont les mines donc l'énergie des vagues, l'énergie aérienne, des éoliennes. Donc, ce sont des projets que nous avons suggéré de rajouter à la liste. La deuxième chose que nous voulions rajouter, c'est les projets sur l'énergie des vagues. Nous avons eu des conseils fédéraux, une analyse et recherche qui suggèrent que ces installations pourraient être évaluées sous la loi sur l'évaluation d'impact. Donc, ces technologies-là, l'examination de ces technologies pourrait avoir des effets néfastes dans les endroits de compétences fédérales. L'autre proposition, c'est de rajuster le seuil. Et c'est pour capter plus. C'est donc d'ajustement pour capter davantage les mines de charbon. Il n'y a aucune mine de charbon qui sont arrivées en dessous des seuils. Donc, tous les projets qui sont de mines de charbon qui sont entrés dans le système, c'est sous les demandes de désignation provenant la plupart du temps des groupes autochtones et parlant des effets néfastes sur sur le peuple, sur les effets néfastes sur l'eau, le sélénium dans l'eau et les poissons et donc, nous proposons dans ce cas-ci, c'est de réduire le seuil pour l'élargissement des mines de charbon. Donc, ça va réduire le nombre de demandes de désignation dans ce secteur et aussi pour assurer que ça soit plus sûr pour les intervenants et pour le public pour savoir quels projets vont entrer dans le processus de l'évaluation d'impact. Après, nous voulons ajuster, nous aimerions pour les dépôts ferroviaires de les enlever de cette liste parce qu'il y a d'autres mécanismes juridiques pour mitiger ces effets. Donc, ce genre de projet, ce type de projet sont souvent sont pas obligés d'avoir une évaluation d'impact. Donc, quand nous avons vu dans la mise en œuvre de la loi que ce secteur-là a rarement besoin d'une évaluation d'impact complète.
mais ce serait plus juste les dépôts ferroviaires fédérales qui resteraient sur la liste, mais, mais donc c'est là où on pourrait voir les effets plus larges quand ce sont des dépôts ferroviaires fédérales donc là, il resterait, mais le reste, on les enlèverait de la liste. Nous proposons aussi des changements, des amendements pour les petits réacteurs modulaires nucléaires. Pour l'instant, il y a un seuil, mais en vraie vie, ce que ça veut dire, c'est que les réacteurs modulaires dans les sites de classe 1 sont exemptés par l'évaluation d'impact. C'est les sites de classe 1, c'est des sites qui ont déjà des réacteurs nucléaires complètes. Donc, si on rajoute des réacteurs modulaires à ces sites-là, ils ne sont pas captés dans le processus, sauf s'il y en a plusieurs qui sont proposés en même temps. Donc, nous proposons un amendement pour exempter tous les petits réacteurs modulaires sur des sites qui ont la permission. Et nous voulons aussi évaluer comment, pour ceux qui sont des réacteurs qui sont sur des sites qui utilisent d'énergie sur la terre brune ou des endroits où il y a déjà de l'énergie qui est créée de façon plus malpropre, donc par des combustibles fossiles, etc. Donc, c'est des sites donc, ce qu'on pourrait considérer, c'est de voir quel site pourrait en fait bénéficier de ce changement-là. Nous sommes aussi en train de proposer des changements aux mines d'uranium. Donc, l'élargissement des mines d'uranium, nous proposons qu'ils seraient exemptés de tomber dans le processus d'évaluation d'impact. Sauf si c'est une mine qui est en dehors du site qui est déjà permis. Quand il entre en dessous du seuil qui est établi. La dernière catégorie, c'est dans le document de discussion dans l'annexe, mais il y a beaucoup d'amendements techniques. Donc, nous avons fait un regroupement d'amendements techniques quand c'est des amendements qui ne changeraient pas le type de projet qui serait proposé, mais ou pourrait bénéficier de clarification par rapport à la technologie, que les intentions en termes de politique soient claires. Donc, nous avons discuté avec les groupes de l'industrie, les groupes autochtones pour mieux comprendre, pour être clair et se mettre d'accord sur ce que ça veut dire un terme particulier. Donc, ça pourrait être les nouvelles définitions ou de clarifier dans le règlement lui-même certains mots ou une terminologie technique. Par exemple, on utilise de l'eau naturelle ou le droit de passage. Donc, on veut clarifier ce qu'on veut dire par ces termes-là. Et en dernier, il y a beaucoup de types de projets où nous n'avons pas d'expérience à gérer ces projets. Donc les seuils ont l'air appropriés. On n'a pas entendu parler d'inquiétude. Donc, il y a plusieurs éléments sur la liste où nous ne proposons pas de changement. Et c'est aussi bien souligné dans l'annexe du document de discussion. Donc, on va prendre une petite pause là, juste pour permettre aux participants. Donc, j'ai inclus un lien dans le clavardage pour un document historique qu'on avait préparé à l'APN. Une des choses que j'avais fait en rédigeant ce document, c'est que j'ai fait un survol de toutes les options qui sont proposées pour discussion. Et aussi, j'ai indiqué si les propositions s'alignaient autrement ou s'ils ne s'alignaient pas avec les recommandations qui avaient été faites par les Premières Nations en 2018, dans la période de 2019. Et aussi, j'ai indiqué s'il y avait des mandats existants
qui touchait au type ou au regroupement de projets qui sont proposés comme ayant des options pour consultation et proposer des amendements. Un très spécifique, c'est que nous avons une résolution qui parle de ceci, c'est que nous avons une résolution pour les sables bitumineux in situ de 2019 qui exige l'inclusion des installations de sable bitumineux dans la liste des projets. Donc, dans ce document d'historique, il y a un tableau qui indique si les propositions s'alignent avec ces appels ou les demandes des Premières Nations et j'encouragerais aux participants de réfléchir à si vos communautés ou vos organisations régionales ont des mandats existants qui seront liés à toutes les options touchant les types de projets ou les seuils que vous proposez de changer. Pardon. Est-ce qu'il y a des questions au sujet des options questions au sujet des options à changer? Anne Verna, vouliez-vous poser une question par un commentaire? Oui, j'avais juste une question au sujet de nucléaire et des installations modulaires qui seraient moins captées. Est-ce qu'il y a une limite sur les sites actuels du nombre de réacteurs modulaires qui pourraient être inclus? Parce que le Canada a un grand problème de déchets nucléaires et vous dites que vous permettez plus des réacteurs modulaires, mais parce que c'est un site nucléaire qui est actuel. Une autre question, c'est par rapport de mettre des réacteurs nucléaires sur des sites, des champs bruns. Est-ce que cela pourrait empêcher, c'était un site qui était utilisé auparavant pour les combustibles fossiles, est-ce que ça vous empêcherait de nettoyer ces endroits-là? Je veux juste clarifier pour ceux qui sont intéressés au secteur nucléaire, c'est que le Canada a une responsabilité pour toute la vie de ces installations. Quand on dit que c'est exempté du processus de l'impact, de l'évaluation d'impact, c'est juste de notre processus, mais pas des autres processus. C'est juste si ce processus devrait être enclenché. Mais il y a quand même sous les réglementaires pour toute la vie de ces installations-là. Il y a d'autres processus et s'appliqueraient continuellement pour ces sites et pour ces installations. Donc, les limitations sur ce qui peut être mis sur ces sites-là, c'est l'évaluation qui a été faite pour ce site et pour ces réacteurs. Et il y a une limite. Ça pourrait inclure certaines technologies, certaines capacités de production, le nombre de réacteurs qui sont permis sur ce site. Et après ce site, c'est les plans de sécurité, d'environnement, de protection d'environnement pour mitiger tous les dommages pour ce site. Et ça continue d'être suivi pour tout le cycle de vie. Donc, tout ce qui est proposé ici, c'est que si par-dessus tout ça, il y aurait une évaluation d'impact aussi pour ces sites. Je vous comprends pour les déchets, c'est un réel problème. Le Canada n'a pas encore tout ce qu'il faut pour assurer le nettoyage de ces sites-là. Mais je noterai aussi qu'aucune des propositions sont pour exempter les déchets nucléaires. En ce moment, la proposition, c'est d'exempter les petits réacteurs modulaires qui ont été proposés sur des sites qui existants où
ou de réduire l'évaluation pour que ça mise vraiment sur des enjeux spécifiques au réacteur et pas nécessairement sur le site en tant que tel, parce que le site pourrait déjà, a peut-être déjà été évalué. Donc, mais les déchets nucléaires sont pas encore proposés pour le changement, sont pas dans le document de discussion comme amendement, notant qu'il y a beaucoup d'intérêt aux projets qui touchent à la gestion des déchets nucléaires. Pardon, vous êtes sur mute. Ah, je pensais uniquement au rôle de l'évaluation d'impact et aussi l'an dernier, mais disons, je sais qu'on doit commencer avec la fin en tête parce que le Canada a un problème de remédiation, même avec avec les sables bitumineux qui ont beaucoup de puits non réglementés qui émettent beaucoup de méthane. Donc, l'histoire sur la remédiation est pas très forte. Euh, Maintenant, on passe aussi au nucléaire, beaucoup de SMR. Et on n'a pas encore réglé nos problèmes de remédiation encore. Et ça aussi, selon moi, devrait faire partie de l'évaluation d'impact. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Je, je vois qu'il y a de l'inquiétude. Il y a, il y a eu il y a eu beaucoup de petits réacteurs modulaires qui ont été nommés dans les Premières Nations qui pourraient y avoir connaître des impacts de ce projet-là. Il y a une proposition pour une expansion et la loi sur l'évaluation d'impact fait une référence au, fait référence à la loi sur les Nations Unies, depuis le gouvernement du Canada a adopté la loi la loi des Nations Unies. Donc, comment est-ce que l'agence assure que la transportation et les déchets nucléaires euh, so- soient, reçoivent un consentement libre, préalable et éclairé des Premières Nations, puisque ça fait partie des, un des éléments de UNDRIP et décide qu'il n'y aura pas de dépôt ou de déplacement de déchets nucléaires sans le consentement des Premières Nations. Donc, si ce n'est pas disponible, comment est-ce que le consentement est-il reçu? Encore une fois, pour le, la destruction des déchets n'est pas une chose qu'on essaie de retirer ou d'ajuster en ce moment. Donc, par exemple, le nouveau projet qui a été publié dans notre registre à propos du dépôt des déchets nucléaires comprendrait des consultations avec les groupes autochtones de ces régions-là, plus larges aussi, puisque c'est une proposition à l'envergure du Canada. L'opération de ce projet-là, l'opération, le plan de clôture, ça ne sera jamais vraiment clôturé, mais ce serait toutes des considérations qui seraient tenues compte dans la consultation et dans l'obtention là, des commentaires et la recherche de solutions. C'est vraiment au cœur de l'évaluation d'impact pour permettre ce genre de décision-là. Merci, Patricia. Aussi une question dans le clavardage de Dominique. Combien est-ce qu'il y a une certaine ouverture pour modifier
la liste au résultat des conversations avec les Autochtones. Étant donné la capacité, on ne devrait pas mettre beaucoup de ressources dans quelque chose qui est déjà qui est déjà terminé techniquement. Donc, les options de consultation sont des propositions, mais je me demandais, Patricia, si tu pouvais parler du processus sur l'examen après 5 ans et les prochaines étapes ou la façon dont les, les commentaires des Premières Nations pourraient avoir des répercussions sur le retrait ou la modification d'entrée sur la liste de projets. Je pourrais peut-être intervenir. La, le, le, le temps va, les projets vont avancer rapidement pour obtenir des modifications dans le mandat du gouvernement ou avant la fin de la séance de printemps euh, en juin 2025 pour obtenir plus de commentaires sur les projets, surtout avant, j'imagine avant l'hiver. Donc, les choses avancent relativement rapidement, surtout, il y a beaucoup d'ouverture à la recherche des commentaires, surtout pour ce qui est. Donc, il y a vraiment des options pour la consultation à ce niveau-là. On apprécierait vraiment beaucoup, euh, on apprécie beaucoup tous les commentaires qu'on réussit à obtenir euh, au, au sein de l'échéance du 27 septembre et en continu aussi pour le développement à long terme là, du projet. Est-ce qu'il y a beaucoup d'ouverture pour les modifications qui vont au-delà de l'envergure de ce qu'on a en ce moment? Pas nécessairement, c'est pas exactement faisable, mais on garde ça en tête pour peut-être pour les trucs plus à l'avenir. Disons, on est toujours ouvert à vos commentaires. Oui, merci beaucoup. Il y a une autre question dans le chat. Ensuite, on pourrait peut-être poursuivre pour les dernières diapos, puis on ouvrira d'autres, s'il y a d'autres commentaires que les gens pourraient avoir. Est-ce que les propositions vont être révisées par le, le nouveau conseil? Oui, bonne question. C'est pas nécessairement prévu que ce soit fait, mais ce sont ces modifications-là devraient passer par le Conseil du Trésor et par d'autres, il y a d'autres ministères, d'autres ministres qui sont impliqués. Donc, il y aura un grand niveau d'implication des différents ministères et du sous-ministre, au niveau du sous-ministre et du ministre. Merci. Passons le contenu des deux dernières diapos. Sarah, tu en as parlé un petit peu. Ensuite, on passera à une autre période de questions. Le point de cette diapo-là, il y a une option dans le document qui est pour une revue périodique de la liste. En ce moment, la loi, on, le calendrier de la revue actuelle de la liste de projets est presque comme 5 ans après l'entrée en vigueur. Euh, on pense que le contexte, les revues périodiques futures permettront de tenir compte de l'expérience évolutive de la liste et la mise en œuvre de la loi, du contexte environnemental changeant l'évolution technologique et réglementaire. Donc, on espère, euh, on veut avoir votre opinion sur cette possibilité-là pour la revue périodique. On veut avoir votre opinion. La dernière diapo, on parle des prochaines étapes. Donc, on prend des commentaires de discussion jusqu'au 30 juillet, du 30 juillet au 27 septembre. Il y a un lien dans la présentation pour la plateforme où vous pouvez poser vos questions ou donner vos commentaires. Les résultats informeront les recommandations et les conclusions qui seront incluses dans un rapport au ministre de l'Environnement et du Changement climatique. Les changements réglementaires proposés de la revue de la liste de projets suivront le processus de développement et d'approbation habituel, les règlements du gouvernement et du Conseil qu'on donnera à la Gazette. Donc, vous pouvez voir où est-ce qu'on en est dans le processus. L'objectif en ce moment est d'obtenir vos commentaires sur le document de discussion
qui vont ensuite nous permettre d'informer les recommandations. On veut vraiment avoir vos opinions, on veut obtenir vos commentaires, on veut l'opinion du public on veut aussi les gens qui ont des opinions contraires à la nôtre. C'est important d'avoir l'opinion de tout le monde pour contrebalancer d'un côté ou de l'autre de la balance. Oui, merci. Je vais noter pour tout le monde, le document a été publié le 30 juillet et on cherche à avoir des commentaires. On va récolter des commentaires jusqu'au 27 septembre à la fin du mois. Donc, c'est une période assez courte. La moitié est déjà passée en août. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas là, qui étaient en congé pendant l'été. Donc, on a on a avisé l'agence pour que ce soit plus flexible, que l'échange soit un peu plus flexible et on essaie que les commentaires qui seront reçus après la date du 27 septembre soient encore considérés dans le processus. Notre secteur de l'environnement de l'APN, on va essayer de soumettre une soumission technique avant le 27 septembre. Donc, c'est pour ça qu'on voulait euh, faire on voulait faire ça le mardi après la fête du travail. On s'excuse pour ça. C'est peut-être la première chose dans votre agenda après vos vacances. Donc, on essaie de faire ce qu'on peut avec les chances qu'on nous a données, mais on est conscient là, que ça ne nous donne peut-être pas assez de temps pour que tout le monde puisse étudier les propositions et formuler des commentaires. Donc, on essaie d'être flexible de ce côté-là aussi. Est-ce qu'il y a une adresse où on peut qu'on vous contacter sur la dernière slide? Voilà, merci. Je peux aussi l'inscrire dans le clavardage si c'est plus facile. Oui, merci. Je pense qu'étant donné le temps, on pourrait poser quelques questions, puis dans les 5-10 prochaines minutes, on va demander aux gens de l'agence de partir, puis on pourra commencer notre séance à huis clos. Est-ce qu'il y a des gens qu'il y a des questions jusqu'à présent à propos de ce qu'on a, des questions à poser à nos collègues de l'agence? J'encourage tout le monde à lever vos mains et à parler de vive voix, mais sinon, si vous voulez l'inscrire dans le chat, c'est une option aussi. On vous donne une minute pour voir s'il y a des gens qui ont des questions. Soyez pas gênés. Parfait. Je vois pas de main, pas d'autres questions non plus. Donc, on pourra passer au prochain point. Mais j'aimerais remercier Patricia et Sarah. On avait aussi d'autres représentants de l'agence qui sont parmi nous. Donc, merci à vous tous d'être ici avec nous et de présenter le contenu du document de discussion. On espère sincèrement que s'il y a des gens qui sont là, ici, maintenant, qui veulent faire un suivi là-dessus, qu'ils puissent communiquer avec vous à l'adresse qui est dans le clavardage, s'ils ont besoin de confirmation, de clarification ou s'ils ont besoin de guide pour formuler des commentaires plus précis. Merci tout le monde. Donc, si vous voulez bien, euh, on vous dit au revoir. Merci. Au revoir. Et là-dessus, on va passer à Lane et Verna et j'espère que les gens vont pouvoir participer aux prochaines sessions et je vais envoyer des invitations sous peu qui vont se concentrer sur l'évaluation des impacts sur les terres autochtones et les ententes autochtones au Canada. Donc, mon Internet marche pas super bien, donc vous allez devoir me lire sur les lèvres. Très rapidement, une des plus grandes inquiétudes, pour moi, c'est le nucléaire parce que nous, on a été partie du panel à ce moment-ci l'an dernier sur les déchets nucléaires.
Et l'inquiétude, c'est de l'eau parce que c'est si proche de l'eau. Et la rivière des Outaouais qui est en bas de la ville d'Ottawa. Et un des aînés a mentionné à un autre rassemblement où j'ai participé, elle a parlé elle a dit les espèces à risque. Pour nous, les Premières Nations, faisons partie des espèces à risque parce que nous sommes de si petites populations maintenant après ce qui s'est passé pour nous. Et, euh, et 67% de notre population sont dans des endroits lointains. Et quand on passe ça avec les gens de l'APN, c'est que 80% de l'impact touche les communautés autochtones, les collectivités autochtones et les terres traditionnelles. Donc, je pense que c'est c'est vraiment de mettre la pression sur le gouvernement parce que ayant vécu ça pendant des années et des années. Et on réalise que souvent, les décisions sont un peu faites comme sans trop y penser. Et les lois sont d'être impliquées. C'est des conflits d'intérêts. Donc, parce qu'on parle vraiment de l'avenir des enfants de nos enfants de nos enfants. Gouache, je veux dire merci et je le dis 4 fois pour honorer les 5 directions, les 4 saisons, les 4 étapes de stade de la vie, les 4 couleurs des peuples sur la terre, pour qu'on puisse trouver un équilibre émotionnel, mental et physique et que l'évaluation d'impact pourrait avoir un impact sur nous tous. Nous le voyons au Kitiganzibi physiquement parce que nous ne savions pas que nous avons de l'uranium en dessous de notre réserve. Donc, nous voyons les effets aujourd'hui. C'est pour ça que cette évaluation d'impact, c'est important. Je vous remercie d'être ici aujourd'hui et merci. Et je vais vous voir, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. J'ai une autre rencontre la semaine prochaine, mais j'ai beaucoup aimé mes sessions ici. Merci, Andrea. Merci à tous les participants. Merci, Anne Verna. Merci à vous tous. Bonne journée. Prenez soin de vous.